Mon frère m'a volé ma femme. Ma famille l'a soutenu et m'a dit de l'accepter. Alors, j'ai disparu sans prévenir et je ne suis jamais revenu. Je vais vous faire une présentation courte de qui je suis, pour que la suite soit logique. Je travaille dans l'acquisition de terrains commerciaux en France. Je négocie des accords entre des promoteurs privés, des fonds d'investissement et des autorités municipales pour le transfert de vastes parcelles de terrain. C'est un travail lent et minutieux. Cela exige de lire des documents que d'autres trouvent insupportables, de repérer des clauses cachées à la page 11 que personne d'autre n'a regardées, et d'être la personne la plus calme dans n'importe quelle pièce où des sommes colossales sont en jeu. Je fais ça depuis 14 ans. Je suis très doué pour ça. J'ai bâti tout ce que j'ai en partant de zéro. Ma famille n'était pas pauvre, mais rien de ce que je possède ne m'a été offert sur un plateau. Chaque relation professionnelle, chaque contrat, chaque actif à mon nom est le fruit d'un travail acharné sur le long terme. Je ne dis pas cela pour vous impressionner, mais parce que c'est important pour la suite. Je ne construis pas les choses à la légère. Cela inclut mon mariage. Céline et moi étions ensemble depuis 11 ans, mariés depuis 6 ans. Elle dirige une agence d'organisation et de décoration d'événements haut de gamme, pour des soirées privées ou des lancements d'entreprises, le genre de travail qui exige autant de goût que de détermination. J'ai financé son lancement quand elle avait le talent mais pas le capital. L'entreprise s'est développée. J'étais fier d'elle. Nous avions une belle maison que j'avais conçue et qu'elle avait meublée. Pas d'enfants pour le moment, d'un commun accord, et une vie qui semblait choisie et solide. Mon frère, Damien, a 4 ans de moins que moi et possède 3 boutiques de nutrition sportive. Lorsqu'il s'est lancé, son dossier de crédit n'était pas assez solide pour obtenir les baux commerciaux de 2 d'entre elles. Je me suis donc porté garant. Au-delà de ça, je lui ai accordé un prêt commercial formel, dûment rédigé par mon avocate de l'époque, avec un plan de remboursement et des clauses spécifiques que nous avons tous les deux examinées avant qu'il ne signe. Il ne l'a pas lu attentivement. C'était son habitude avec les contrats. Je n'y ai pas prêté plus d'attention à l'époque. Mon voyage d'affaires devait durer jusqu'au jeudi. Un projet d'acquisition sur la côte des Azurs, 3 jours de réunion, puis le retour à la maison. Le mardi matin, le groupe d'acheteurs s'est retiré avant même que nous soyons passés à table. Un problème de zonage qui aurait dû être réglé depuis des semaines a refait surface au pire moment. Réunion annulée. J'ai pris le premier vol pour Paris et j'ai atterri avant midi. Je n'ai pas envoyé de message à Céline, pas par stratégie. Je n'avais simplement jamais ressenti le besoin d'annoncer mes retours à la maison en 6 ans de mariage. C'était chez moi. Je me suis garé, j'ai ouvert la porte d'entrée et je suis monté à l'étage. Je veux faire attention à la façon dont je décris ce que j'ai trouvé, car la manière dont je le décris est cruciale. Il n'y avait pas de chaos, pas de précipitation, pas de choc, pas de tentative désespérée de s'expliquer. Céline et Damien étaient dans notre chambre, et ce qui m'a frappé avant tout le reste, avant qu'aucun détail précis ne soit enregistré, c'est à quel point la pièce semblait paisible. 2 personnes complètement détendues, avec cette aisance spécifique d'un mardi après-midi qui s'est déjà produit une centaine de fois auparavant. Damien m'a regardé. Il n'a pas tressailli, n'a pas paniqué. Son visage n'a exprimé aucune urgence ni aucune honte. Il m'a juste regardé comme on regarde quelqu'un qui est arrivé un peu en avance. Il a dit, « Tiens, tu es rentré plus tôt. » Ce fut la totalité de sa réaction. Je suis resté debout dans l'encadrement de la porte et j'ai senti quelque chose se produire dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec de la rage. C'était plus froid que la rage. C'était la sensation horrible et précise de comprendre quelque chose que vous auriez donné très cher pour ne pas comprendre. L'aisance dans cette pièce n'était pas celle de 2 personnes prises au dépourvu. C'était une aisance habituelle, installée depuis longtemps. Ils avaient cessé d'avoir peur de se faire prendre depuis bien longtemps. J'étais l'élément perturbateur, pas eux. Moi. Je me suis retourné, je suis descendu, je me suis assis à la table de la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et j'en ai bu la moitié. Je suis resté assis là pendant 1 heure. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement laissé tout le poids de ce que je venais de découvrir s'installer complètement, sans me presser. Puis mon téléphone s'est mis à vibrer sur la table. Le nom de ma mère, puis celui de mon père, puis celui de mon oncle Pierre. 3 appels distincts en moins de 10 minutes. J'ai fixé l'écran pendant un moment. Puis j'ai répondu à l'appel de mon père. Sa voix était prudente. Trop prudente.
Comme celle d'un homme qui a déjà décidé de ce qu'il va dire et qui gère sa propre nervosité à l'idée de le dire. Fils, viens à la maison. Tout le monde est déjà là. Il faut qu'on parle. J'ai regardé le verre d'eau devant moi. J'arrive, ai-je dit. J'ai compté les voitures garées devant la maison de mes parents avant d'entrer. Celle de mes parents, celle de Damien, celle de l'oncle Pierre, deux que je savais appartenir à mes tantes, et une à un cousin. Cette voiture un mardi après-midi, ce qui signifiait que tout cela avait été organisé avant même que je ne franchisse le seuil de ma propre maison aujourd'hui. Des appels avaient été passés. Des gens avaient été rassemblés. Une pièce avait été préparée. Je suis resté dans ma voiture pendant 30 secondes à regarder la maison. Puis je suis sorti. Le salon avait été aménagé. Il n'y a pas de façon plus douce de le dire. Les chaises étaient tournées vers l'intérieur, orientées vers un point central. Tout le monde était déjà assis quand je suis entré. Vincent et Sylvie devant. Mes tantes sur le canapé sur le côté. Pierre dans le fauteuil qu'il prenait toujours. Les cousins alignés le long du mur du fond, et Céline déjà là, assise à côté d'un espace vide qui avait clairement été laissé pour Damien, qui est arrivé 2 minutes après moi et l'a pris sans rien dire. Elle avait quitté notre maison avant moi. Elle m'avait devancé ici. Ce seul fait m'a révélé les contours de toute l'histoire avant même qu'un mot ne soit prononcé. Mon père a commencé. Vincent n'est pas un homme cruel, je veux être précis là-dessus. Mais c'est un homme qui a passé sa vie entière à traiter les conflits comme des menaces à contenir plutôt que comme des vérités à affronter, et cet instinct dominait complètement la pièce. Il a utilisé le mot situation. Il a dit que les sentiments de Damien et Céline s'étaient développés naturellement et que, malheureusement, ces choses arrivent parfois dans les familles. Il a dit qu'il comprenait que c'était difficile. Il a dit qu'il me le demandait, qu'il ne me l'ordonnait pas, en précisant bien qu'il demandait pour ne pas rendre les choses plus difficiles pour tout le monde. Il a dit que la famille devait rester unie. Il a dit qu'il savait que j'étais un homme raisonnable. Ma mère a pris la parole après lui. Elle a dit que j'avais toujours été le plus fort, que j'avais toujours trouvé le moyen de gérer les choses, qu'elle savait que je n'étais pas le genre de personne à me laisser abattre par ce genre d'épreuve. Une tante a dit que ce serait encore plus dur si on laissait les choses traîner. L'autre a dit qu'elle espérait juste qu'on pourrait tous s'asseoir pour un bon repas avant la fin de l'année. Céline n'a rien dit pendant tout ce temps. Son visage affichait une neutralité soigneusement étudiée. Pas coupable, pas rebelle, juste sous contrôle. Damien a fixé le sol devant lui pendant toute la durée de la discussion. Pierre n'a rien dit. Les cousins n'ont rien dit. Pas une seule personne dans cette pièce n'a prononcé le mot désolé. Le mot n'est pas apparu. La question de savoir comment j'allais, ce que je ressentais, ce dont j'avais besoin, ce qu'on m'avait fait subir à l'intérieur de ma propre maison, était si totalement absente de la pièce qu'elle aurait tout aussi bien pu ne jamais exister en tant que concept. J'ai laissé tout cela m'atteindre. Chaque mot, chaque hochement de tête, chaque phrase prudente. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas bougé sur mon siège. J'ai laissé parler jusqu'à la fin, ce qui a pris environ 12 minutes. Quand le silence s'est fait dans la pièce, j'ai posé une seule question, est-ce que c'est ce que tout le monde ici considère comme la bonne marche à suivre? Mon père a dit oui. Ma mère a dit oui. Pierre a hoché la tête une fois. Les deux tantes ont hoché la tête. Les cousins n'ont pas fait d'objection. Céline a fait un petit mouvement délibéré du menton. J'ai tout assimilé. Tout ça. Chaque personne dans la pièce et ce qu'elle venait de me dire sur elle-même. Puis j'ai hoché la tête. D'accord, ai-je dit. Je me suis levé, j'ai marché vers mon père et je lui ai serré la main comme je serrais celle d'un interlocuteur à la fin d'une négociation qui a échoué. Ferme, professionnel, définitif. J'ai souhaité une bonne soirée à la cantonade sans m'adresser à personne en particulier, et je suis sorti. J'ai conduit jusqu'à chez moi. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai appelé personne. Je suis allé directement dans mon bureau, je me suis assis et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il y a 3 ans, lors d'une importante restructuration des actifs de mon entreprise, mon avocate avait intégré un ensemble de protections d'urgence dans mon architecture financière, des clauses et des montages structurels qui resteraient en sommeil jusqu'à ce que des déclencheurs juridiques spécifiques les activent. Je l'avais fait parce que je suis prudent de nature. Je n'avais pas pensé à ce travail depuis 2 ans. J'ai trouvé le dossier, je l'ai ouvert, j'ai commencé à lire depuis le début. À la 3e page, quelque chose s'est apaisé en moi,
un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis que j'étais monté dans ma propre chambre cet après-midi-là. La clarté. Laissez-moi vous expliquer comment je réfléchis, car c'est important ici. Dans mon métier, le moment le plus dangereux d'une transaction n'est pas quand les choses tournent mal. C'est le moment juste avant la signature, quand tout le monde dans la pièce a déjà décidé de vouloir le résultat et commence à survoler le langage qui permet d'y arriver. J'ai détruit des accords à ce moment précis, assis à une table en face de personnes prêtes à fêter ça, en disant « cette clause à la page 9 va poser problème ». Parfois ils m'écoutaient, parfois non. Ceux qui ne m'écoutaient pas finissaient toujours par revenir à cette page. Je lis tout, chaque mot, chaque proposition subordonnée, chaque condition de déclenchement enfouie dans les sections de définition que les avocats rédigent dans l'espoir secret que personne ne vérifie. Je ne fais pas cela par paranoïa, mais parce que je comprends qu'un document ne vaut que par la compréhension que vous en avez, et qu'un accord que vous n'avez pas entièrement lu n'est pas un accord, c'est un piège que vous vous êtes tendu à vous-même. Il y a 3 ans, lors de cette restructuration de mes actifs, mon avocate m'avait présenté une série de clauses de sauvegarde. C'était sa recommandation, pas la mienne. Elle m'avait dit qu'à mon niveau de patrimoine, avec un certain nombre d'engagements de caution et d'accords d'amorçage en cours, c'était une pratique courante de mettre en place des clauses de déclenchement, des mécanismes juridiques qui resteraient dormants dans des conditions normales et ne s'activeraient que lorsque je déciderais de les activer. Une mise en demeure formelle écrite par-ci, une procédure de dissolution par-là, une révocation d'accès liée à un langage de restructuration préautorisé. Je l'avais fait sans vraiment penser en avoir besoin un jour. J'étais prudent par habitude, pas par peur. Assis à mon bureau ce soir-là, lisant page par page, j'ai compris pour la première fois ce que j'avais réellement construit. Le premier appel que j'ai passé était à mon avocate. J'ai expliqué la situation en 2 phrases. Ce que j'avais découvert, ce qui s'était passé chez mes parents. Elle n'a pas réagi avec surprise ou émotion. Elle a demandé quel résultat je souhaitais. Je le lui ai dit. Elle a dit qu'elle aurait tout rédigé et prêt pour un appel à 7 heures du matin le lendemain. J'ai dormi 4 heures, j'étais à mon bureau à 6 heures. Le lendemain à midi, la machine était en marche. Les comptes joints du foyer ont été restructurés au seul nom de ma société holding, techniquement propre, préautorisé par le langage d'un accord de restructuration financière que Céline avait signé 2 ans plus tôt sans lire au-delà de la page de résumé. L'accès qu'elle avait au compte d'exploitation de mon entreprise, un accès secondaire, toujours secondaire, une visibilité sans véritable autorité, a été formellement révoqué par le même mécanisme. L'entreprise d'événementiel de Céline fonctionnait sur un accord de financement d'amorçage que nous avions officialisé lors de son lancement, il y a 6 ans. Elle l'avait signé. Son conseiller était présent. À la page 5, il y avait une clause de protection de l'investisseur, en cas de dissolution du mariage ou de demande formelle écrite de remboursement, toute la propriété intellectuelle, les portefeuilles clients et les actifs de la marque étaient transférés à ma société holding. Cela semblait presque inutile de l'inclure à l'époque. Mon avocate a déposé la procédure de dissolution l'après-midi même. La clause s'est activée. Le prêt commercial de Damien était la pièce la plus simple. Un document dûment enregistré avec une disposition très précise, je pouvais exiger le remboursement intégral par écrit sous 30 jours en cas d'événement déclencheur de mon choix. En tant que créancier, nous l'avions rédigé ainsi délibérément. Ses conseillers l'avaient examiné avant qu'il ne signe. Soit il n'avait pas repéré la clause, soit il ne la lui avait pas expliquée assez clairement pour qu'il la comprenne. Quoi qu'il en soit, sa signature y figurait, et la mise en demeure a été formellement signifiée à l'adresse de son entreprise le lendemain matin. J'ai fait tout cela sans passer un seul coup de fil à qui que ce soit dans ma famille, sans rien publier, sans donner le moindre avertissement à quiconque dans cette maison. Je n'ai ressenti aucune colère pendant que je faisais cela. Je veux être honnête à ce sujet parce que je pense que les gens s'attendent à ce que la rage soit le moteur d'une telle action. Ce n'était pas le cas. Ce que je ressentais était plus proche de la concentration absolue et silencieuse que j'ai dans la dernière heure avant la conclusion d'un contrat majeur. Tout est pris en compte, chaque variable est cartographiée, rien n'est laissé au hasard. Tard ce soir-là, je me suis préparé à manger et je me suis assis à la table de la cuisine. La maison était silencieuse autour de moi. Mon téléphone a vibré. Le groupe WhatsApp familial. Un message de ma mère, dîner à la maison samedi. Tout le monde ensemble. C'est important pour nous tous. Je l'ai lu une fois. J'ai posé le téléphone. Je l'ai repris. J'ai tapé un seul mot dans la discussion, présent. Samedi matin. Je me suis réveillé tôt,
J'ai fait du café et je suis allé dans mon bureau. Sur le bureau se trouvait une chemise cartonnée que j'avais préparée au cours des 3 derniers jours. 4 documents imprimés proprement, classés dans l'ordre où ils devaient être compris. J'avais examiné la pile la veille avec la même attention que j'accorde à un dossier de clôture avant une acquisition majeure, vérifiant la clarté, vérifiant les failles, m'assurant que chaque clause pertinente était marquée et que chaque chiffre était exact. Il n'y avait aucune faille. J'ai mis le dossier dans mon sac, j'ai fini mon café et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. La table était dressée pour un grand dîner, la nourriture mijotait déjà sur la cuisinière, le genre de repas préparé lentement que ma mère fait quand elle veut qu'une pièce respire la chaleur familiale. Tout le monde était là quand je suis arrivé. Vincent, Sylvie, Pierre, les 2 tantes, les cousins, Céline, Damien. L'atmosphère avait la chaleur délibérée et prudente de gens qui avaient collectivement décidé qu'une page avait été tournée, que le plus dur était derrière eux. Ma mère m'a touché le bras quand j'ai franchi la porte. « Je suis contente que tu sois venu », a-t-elle dit. J'ai pris ma place habituelle à table. J'ai mangé. J'ai répondu aux questions sur mon travail avec le même niveau de détail que d'habitude. Quand mon père a fait un commentaire sur un projet de développement immobilier qu'il avait lu dans la presse, je lui ai donné mon opinion professionnelle honnête. Quand une de mes tantes m'a interrogé sur l'acquisition sur la Côte des Azurs dont j'avais parlé il y a des mois, je lui ai dit que ça avançait bien. J'ai parlé quand on s'adressait à moi et j'ai parlé comme je le ferais normalement parce que j'étais moi-même, assis à cette table. Je ne jouais pas la comédie. Au fur et à mesure que le repas avançait, je pouvais sentir la pièce se détendre. La posture de Damien s'est ouverte. Le sourire de ma mère a cessé d'être forcé. Mon père a porté un toast, quelques mots brefs sur le fait que la famille est la seule chose qui dure, et les gens ont levé leur verre. Céline m'a jeté un coup d'œil une fois de l'autre côté de la table. Je l'ai regardé calmement et j'ai continué à manger. Il pensait que le plus dur était passé. J'ai laissé les choses se dérouler jusqu'à la fin du plat principal. Puis j'ai fouillé dans mon sac et j'ai posé le dossier sur la table. Avant qu'on passe au dessert, ai-je dit, il y a quelques petites choses que tout le monde ici devrait savoir. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à placer les documents face visible, un par un. Pas de préambule, pas de voix élevée, juste du papier étalé dans l'ordre. Le premier était la mise en demeure du prêt commercial, déjà formellement signifié à l'adresse de l'entreprise de Damien. Remboursement intégral du solde restant dû dans les 30 jours pour cause de clause de défaut déclenchée par ma demande écrite plus tôt dans la semaine. Son nom sur la ligne de signature, ses initiales sur la page de la clause. Le deuxième était la notification écrite à l'entreprise d'événementiel de Céline. L'accord de financement avec la page 5 marquée, la clause de protection de l'investisseur surlignée. Propriété intellectuelle, portefeuille client, actifs de la marque, tout était transféré à ma société holding suite à la procédure de dissolution qui avait déjà été lancée. Le troisième document concernait la propriété principale. L'historique du titre de propriété, la clause pertinente de notre contrat de mariage, la procédure formelle désormais en cours par l'intermédiaire du cabinet de mon avocate. Le quatrième était une simple page dactylographiée. Chaque prêt, chaque garantie et chaque transfert financier que j'avais accordé aux membres de cette famille au cours des 11 dernières années. Les noms, les montants, les dates, tout était documenté, tout faisait l'objet d'une demande formelle de remboursement déjà envoyée à chaque partie concernée par le cabinet de mon avocate au cours de la semaine. Je n'ai rien expliqué de tout cela. Je n'en avais pas besoin. Je m'étais assuré que les documents s'expliquaient d'eux-mêmes. La pièce est passée par le silence, puis la confusion, puis quelque chose qui a éclaté rapidement. Damien s'est emparé du document de prêt et j'ai vu son visage traiter la séquence spécifique d'un homme réalisant que ce qu'il avait traité comme un arrangement familial était, légalement, tout autre chose. Céline a atteint la page 5 de l'accord de financement et toute la neutralité prudente qu'elle avait maintenue s'est complètement dissoute. Mon père a ramassé le document de la maison. Ma mère a dit mon nom, juste mon nom, de la façon dont les gens prononcent un mot quand ils n'en ont pas d'autre à disposition. Je me suis levé, j'ai récupéré mon dossier, j'ai laissé les copies où elles étaient. Les coordonnées de mon avocate sont au bas de chaque document. Toute communication ultérieure passera par son cabinet. Merci de ne pas me contacter directement. J'ai souhaité une bonne soirée à l'Assemblée. Je n'ai regardé personne en particulier quand je l'ai dit. Je suis sorti par la porte d'entrée et je l'ai refermée derrière moi. J'ai conduit pendant 40 minutes jusqu'à un appartement meublé à Bordeaux que j'avais loué 10 jours plus tôt. 6 mois payés d'avance au nom de ma société holding. J'ai pris l'ascenseur,
j'ai posé mon sac sur le comptoir de la cuisine à côté de mon ancien téléphone, le personnel, le numéro que chaque personne à cette table possédait, et j'ai regardé l'écran. 17 appels manqués. Je l'ai posé face contre table, je suis resté à la fenêtre de la cuisine un instant, à regarder sans but précis. Puis j'ai marché jusqu'au bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des vols. Je veux être précis sur un point avant d'aller plus loin. Il y a une différence entre fuir quelque chose et s'en retirer. Fuir est réactif. C'est motivé par la douleur qui cherche à s'éloigner, par le besoin de mettre des kilomètres entre vous et ce qui vous poursuit. Ce que j'ai fait n'était ni l'un ni l'autre. J'ai pris la décision délibérée et séquentielle de me retirer d'une vie qui ne contenait plus rien nécessitant ma présence. Je ne m'échappais pas. Je clôturais quelque chose, je le scellais, j'avançais dans la seule direction qui avait du sens. L'ancien téléphone a été désactivé dans les 48 heures. Carte SIM retirée, numéro mort. Nouvel appareil, nouveau numéro donné à 2 contacts professionnels pour qui c'était indispensable, et à personne d'autre. Quiconque avait besoin de me joindre pour une raison légitime passait par le cabinet de mon avocate. Sa réponse à chaque demande était la même, il n'est pas disponible. Toutes les affaires sont gérées par ce cabinet. Le projet d'acquisition sur la côte m'a donné une raison parfaitement réelle d'être ailleurs. C'était un gros dossier foncier que je repoussais depuis 2 mois. De l'argent à la clé. Il nécessitait une présence physique pour des visites de site et une série de réunions municipales réparties sur plusieurs semaines. J'ai réservé le vol le soir même, j'étais dans l'avion le jeudi matin. J'ai loué un endroit près de Léo en Bretagne. Petit, propre, un bureau correct et une cuisine fonctionnelle, et je n'avais besoin de rien d'autre. J'y ai installé mon travail et j'ai travaillé. La première semaine a été l'expérience la plus clarifiante que j'ai eue depuis des années. Je m'attendais à une sorte d'attraction gravitationnelle, pas exactement des regrets, mais le poids de ce que j'avais démantelé se faisant sentir. Il n'y en a eu aucune. Ce que j'ai trouvé à la place, c'était un silence si complet qu'il m'a fallu plusieurs jours pour reconnaître ce que c'était réellement. Ce n'était pas du vide. C'était l'absence d'un bruit à l'intérieur duquel j'avais vécu si longtemps que j'avais cessé de l'entendre comme un bruit. C'était juste devenu la condition de base de ma vie. J'ai travaillé les matins. Les soirs, je me promenais le long du front de mer près de mon bureau loué. Je lisais. Je cuisinais des plats simples dans la cuisine de l'appartement et je les mangeais sans distraction. J'ai dormi 8 heures par nuit pour la première fois depuis plus longtemps que je ne saurais le mesurer avec précision. Rien de cette solitude ne m'a semblé inconfortable. Cela m'a semblé honnête, comme la proportion correcte d'espace pour une vie qui était encore en train de se redéfinir. Je n'ai pas surveillé ce qui se passait chez moi. Je tiens à le dire clairement car je pense que c'est la partie que les gens ont le plus de mal à croire. Je n'ai pas vérifié. Je n'ai demandé à personne de me tenir informé. Je n'ai pas cherché de nom, ni suivi l'évolution des choses, ni trouvé de moyens indirects de regarder les retombées se produire. J'avais construit le mécanisme, placé les documents et j'étais parti. Ce que ces documents feraient ensuite ne nécessitait pas ma présence. La machine était déjà en marche. Je n'avais aucun intérêt à rester planté devant. Le seul contact que j'ai gardé avec mon avocate était strictement administratif, signer des documents, approuver des dépôts, confirmer la réception de correspondances formelles nécessitant ma réponse directe. Je n'ai pas demandé comment les gens réagissaient. Je n'ai pas demandé de mise à jour. J'ai géré ce qui nécessitait ma signature et je suis retourné au travail que j'avais devant moi. Ce à quoi je pensais plutôt le soir, c'était surtout à la réunion de famille elle-même. Pas à Céline, pas à Damien, mais à la pièce, aux chaises disposées, aux discours soigneusement préparés, aux 11 personnes qui s'étaient réunies un mardi après-midi et avaient collectivement décidé que mes sentiments étaient une variable à gérer. Le plus fort, celui qui gère les choses, celui qui peut surmonter ça. J'avais été leur architecture financière pendant plus d'1 décennie. Prêt, caution, garantie, transfert discret quand quelqu'un avait besoin d'aide et ne voulait pas le nommer directement. J'avais fait tout ça sans tenir les comptes parce que je croyais que c'était à ça que ressemblait une famille fonctionnelle de l'intérieur. Je n'avais pas compris avant d'être dans ce salon que la structure ne fonctionnait que dans un seul sens. Ma stabilité était quelque chose dans laquelle il puisait. Ma douleur était quelque chose qu'il contournait. Cette prise de conscience ne m'a pas dévasté. Elle m'a réorganisé silencieusement et complètement, de la même manière qu'un bâtiment se tasse après un déplacement structurel. 6 semaines plus tard, l'accord d'acquisition a été conclu.
De très bonnes conditions. Le client était satisfait. Mon interlocuteur du côté de la municipalité m'a demandé si je serais intéressé par un projet de suivi dans la même région. Je lui ai dit que j'aurais besoin de quelques jours pour vérifier mes disponibilités. Je suis rentré à l'appartement ce soir-là, je me suis fait un café et je me suis assis au bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai affiché mes dossiers de projet. Tout au bas du dossier, sous les documents d'acquisition actifs, se trouvait un sous-dossier que je n'avais pas ouvert depuis 11 ans. Il était étiqueté avec un seul mot, le nom de famille de mes parents. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis je l'ai ouvert. Le sous-dossier contenait 11 ans d'archives. Chaque transfert, chaque caution, chaque garantie, chaque dépôt discret effectué sur des comptes appartenant à des personnes qui ne m'avaient jamais demandé comment j'allais. J'avais tout gardé, pas de manière obsessionnelle, pas avec l'intention consciente de m'en servir un jour, mais parce que j'étais le genre de personne qui gardait des traces de la même manière que d'autres personnes ont des habitudes. Automatiquement, complètement sans trop penser au pourquoi. Je suis resté assis devant ce dossier ouvert pendant un moment, sans vraiment lire, regardant simplement à quoi ressemblaient 11 années passées à être le plus fort quand c'était écrit en colonne. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé me coucher. Je vous dis cela parce que je veux être précis sur ce qu'était et n'était pas ce dossier. Ce n'était pas la source de ma colère. Ce n'était pas une blessure que j'avais entretenue. C'était juste de la documentation, du même genre que celle que je gardais pour chaque arrangement professionnel de ma vie. Et le regarder ce soir-là n'a rien changé à ce que j'avais déjà décidé. Tout ce qui devait être fait était déjà fait. Les documents étaient déjà sur la table. Les mécanismes étaient déjà enclenchés. Je l'ai fermé parce qu'il n'y avait plus rien à l'intérieur qui requérait mon attention. Des mois ont passé avant que je n'apprenne ce qui était arrivé à chacun d'eux, et j'utilise le mot apprendre de manière approximative. Ce que j'ai reçu, c'est une image fragmentaire assemblée par le biais de l'étroit canal administratif que je gardais ouvert avec mon avocate. Des informations qui ont fait surface parce qu'elles étaient juridiquement pertinentes pour des questions encore en cours de traitement, pas parce que je les avais demandées. La fenêtre de remboursement de 30 jours de Damien s'est écoulée et s'est refermée. Il ne pouvait pas couvrir le solde. Il a tenté de liquider l'un de ses magasins pour dégager des liquidités, mais les audits préalables ont révélé des dettes fournisseurs rattachées à ce magasin qui ont immédiatement anéanti l'intérêt de l'acheteur. Il a refinancé ce qu'il a pu à des taux qui lui ont coûté très cher, il s'est engagé au-delà de toute marge de confort et a passé l'année suivante sous une pression financière qu'il n'avait jamais eu l'habitude de gérer. Ces entreprises n'étaient pas conçues pour ce genre de tension soutenue. J'y ai pensé de temps en temps, non pas avec satisfaction, mais plutôt avec la reconnaissance spécifique d'un problème structurel que j'avais identifié des années avant qu'il ne devienne critique. Les entreprises de Damien avaient toujours été bâties sur l'hypothèse qu'il y avait un filet de sécurité en dessous de lui. Une caution par-ci, une ligne de crédit par-là, l'accord tacite que si les choses devenaient vraiment difficiles, je n'étais qu'à un coup de fil. Le filet avait disparu. Ce qu'il avait construit sans cela s'est avéré beaucoup moins solide que nous ne l'avions tous deux compris. La réclamation concernant l'entreprise de Céline a été résolue en ma faveur. L'accord d'amorçage a été appliqué exactement comme il était rédigé. 6 ans de relations clients, de valeurs de marque et d'identité professionnelle, rien de tout cela n'était transférable sans une décharge de ma société holding, que je n'ai pas accordée. On m'a dit qu'elle avait essayé de reconstruire sous un nom différent dans les mois qui ont suivi. Mon avocate a brièvement surveillé les violations de propriété intellectuelle. Il n'y en a eu aucune, alors j'ai laissé tomber. Je n'avais aucun intérêt à la poursuivre au-delà du moment où mes intérêts légitimes étaient protégés. Ce point avait été atteint. Les rappels financiers au sein de la famille élargie ont créé des fractures dont je n'ai entendu parler que dans les grandes lignes. Certains montants étaient gérables, d'autres non, mais la documentation elle-même, les lettres formelles, la comptabilité précise de ce qui avait circulé entre nous pendant une décennie ont forcé un ensemble de conversations que la famille avait passé des années à éviter soigneusement. Les gens ont blâmé Céline. Les gens ont blâmé Damien. D'après ce qui a filtré, Céline et Damien, sous le poids de tout ce qui s'effondrait autour d'eux en même temps, ont cessé d'être un réconfort l'un pour l'autre assez rapidement. J'ai répondu à mes parents une seule fois. Une courte lettre, 3 paragraphes, transmise par le cabinet de mon avocate. Je l'ai écrite moi-même. J'ai nommé ce qui s'était passé, simplement, sans embellissement. J'ai nommé ce qui avait été dit dans cette pièce arrangée. Les mots précis, les approbations silencieuses, ce que ma mère avait dit sur le fait que j'étais le plus fort. Je leur ai dit que je leur pardonnais,
et je le pensais vraiment, non pas parce que ce qu'il avait fait était acceptable, mais parce que je n'avais aucun intérêt à en porter le poids indéfiniment. Ils étaient mes parents. Je leur souhaitais du bien et j'étais sincère sur ce point. Je leur ai également dit que je ne reviendrais pas à cette version de ma vie. Pas comme un avertissement, mais comme une simple déclaration de fait. Je n'ai pas envoyé d'autres lettres après ça. La boîte postale est devenue permanente. Le projet de suivi mentionné par mon contact municipal s'est transformé en 2 autres par la suite. J'ai trouvé un endroit où vivre qui correspondait à ce que j'étais en train de devenir. Plus calme, plus réfléchi, organisé autour d'un travail auquel je tenais et d'une vie qui ne nécessitait l'approbation de personne pour conserver sa forme. Je ne vais pas vous dire que cette histoire parle de vengeance. J'ai fait attention à ce cadre tout du long, et j'y fais attention maintenant. La vengeance implique que j'essayais de blesser les gens, et ce n'était pas le cas. J'essayais de clore quelque chose qui avait besoin de l'être, en utilisant les seuls outils dont je disposais, qui étaient à la fois efficaces et entièrement dans mon droit. Les documents existaient avant la trahison. Les clauses avaient été rédigées avant même que je n'aie une raison de m'en servir. J'étais prudent bien avant d'avoir besoin de l'être. Ce que je sais maintenant et que je ne savais pas complètement à l'époque, c'est ceci. Les personnes dans cette pièce ont fait une erreur qui leur a coûté tout ce qu'elles pensaient avoir gagné. Ils ont regardé mon silence et l'ont pris pour de la capitulation. Mon silence n'a jamais été une capitulation. C'était la dernière chose que j'ai faite avant de me mettre au travail. Ils pensaient avoir gagné quelque chose le soir où ils ont disposé ces chaises et m'ont dit ce qui avait été décidé. Ce qu'ils ont réellement gagné, c'est mon absence. Et mon absence, il s'est avéré, était la chose la plus coûteuse que j'aurais pu leur offrir. Pas avec colère, pas avec vengeance, juste avec le fait clair, complet et permanent d'être parti.